Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouveau débat. Alors beaucoup de thèmes communs avec le débat que nous venons d'écouter, puisqu'on va évidemment continuer à parler de l'engagement des entreprises. On va évidemment parler aussi de la mesure de l'impact. Alors cette fois-ci, notre prisme d'entrée sur le sujet, c'est celui des territoires. Comment faire pour engager la transition des entreprises partout sur le territoire et comment faire surtout pour que cette transition œuvre à réduire les inégalités, œuvre à recréer du lien au sein de ces territoires qui sont parfois en perte de dynamisme. Alors avant de débattre de tous ces sujets avec des acteurs à la fois du monde privé et du monde public, je vous propose d'écouter Bérengère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Madame la ministre, on vous écoute. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente de l'Impact Tank, chère Agnès Audier, monsieur le directeur général, Tony Bernard, mesdames et messieurs les membres du conseil d'orientation, je salue, je l'ai vu et nous sommes salués, mais je salue Jean-Marc Borrello qui m'a invité évidemment à dire quelques mots aujourd'hui et je le remercie. Alors, quand on devient ministre, on se demande quelle trace on peut laisser de notre passage, quel impact notre action aura sur notre pays. Et une entreprise, quelle que soit sa taille, peut transformer en profondeur le paysage du territoire sur lequel elle s'implante, et ce de manière très positive. C'est la philosophie qui a animé le développement du concept de responsabilité sociale des entreprises. C'est l'idée même qu'au XXIe siècle, toutes les entreprises ont une dimension sociale et éthique qu'elles ne peuvent plus négliger. Il ne s'agit plus seulement pour elles de s'implanter, de grandir, de faire du profit et de nier les dégâts qu'elles peuvent parfois faire sur leur environnement. Il s'agit aujourd'hui pour vous, chefs d'entreprise, porteurs de projets, de réfléchir constamment à la trace que vous laisserez dans l'histoire de votre territoire et de notre pays. Par-dessus tout, ce sont vos décisions, vos orientations stratégiques qui impacteront durablement la condition sociale de vos salariés et de leurs familles, de la biodiversité qui vous entoure et de la planète que vous laisserez à vos enfants. Si je crois qu'une prise de conscience émerge depuis quelques années, l'événement d'ailleurs qui nous réunit aujourd'hui en est la parfaite preuve, vous êtes très nombreux aujourd'hui et merci de vous intéresser à ce sujet. Je crois qu'il reste encore de nombreux entrepreneurs à convaincre du bien fondé d'un développement durable et soutenable pour tous. J'y reviendrai, mais je crois que nous arrivons au bout du modèle extraire, produire, consommer, jeter, et que la société tout entière est prête à un changement radical, mais indispensable de modèle. Cette table ronde va donc vous permettre d'engager ce débat sur la dynamique des transitions dans les territoires et comment nous pouvons la mesurer. C'est un vaste sujet, tant nous devons, dans la transition écologique que nous avons entamée, être en capacité de mesurer concrètement l'efficacité de nos politiques publiques, autant que de l'action RSE des entreprises. L'humanité est à un tournant. Le dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité et la surexploitation des ressources nous impose de réinventer ce modèle obsolète. Nous produisons, par exemple, au niveau mondial, plus de 350 millions de tonnes de déchets plastiques par an, et ce, principalement pour des emballages à usage unique. Pour le textile, ce sont 100 milliards de vêtements vendus chaque année qui représenteront, si nous continuons sur cette trajectoire, un quart des émissions de gaz à effet de serre en 2050. La liste est longue et le défi est immense. Pour trouver les solutions face à tous les défis, nous devons mobiliser les citoyens et les entreprises pour changer radicalement notre modèle de production et de consommation. Face à la tentation de la décroissance, que certains nous vendent comme la solution à tous nos maux, ou à celle du repli sur soi, nous devons construire les solutions qui feront de notre transition écologique le fait qu'elle saura offrir de nouvelles opportunités.
Une transition écologique qui change significativement nos territoires, les bouscule et les transforme, mais sans jamais laisser personne au bord du chemin. Au croisement de ces enjeux écologiques, économiques pour les territoires, se trouve le levier de l'économie circulaire. L'économie circulaire peut être un formidable levier dans les territoires. Dans les années qui viennent, nous ne devrons plus évoquer le mot déchet. Tout deviendra une ressource à réutiliser. Car l'économie circulaire porte cette ambition de mettre fin au modèle obsolète dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui méprise le temps long et qui ne nous permet pas d'entrevoir une société plus durable. La France s'appuie largement sur le principe du pollueur-payeur qui organise pour chaque secteur économique sa filière de recyclage, dite filière REP. Avec ces filières, l'État charge des éco-organismes d'organiser, de financer, de développer la collecte des déchets ainsi que le réemploi et le recyclage. Imaginez le potentiel impact pour les territoires concernés. Ce sont des opportunités formidables pour de nombreux secteurs pour permettre à des entreprises de faire vivre leur tissu social local avec une implication des acteurs de l'économie sociale et solidaire au quotidien. Ce sera le moment de créer une véritable expérience client durable avec des consommateurs qui pourront acheter les produits dont ils ont besoin tout en ayant l'assurance que son impact sur la planète est réduit. Certains se tournent déjà vers ces produits reconditionnés, soucieux de diminuer leur empreinte environnementale et de participer à ce combat collectif qu'est la transition écologique. Avec le gouvernement, nous avons déjà actionné un certain nombre de leviers et mis les moyens pour atteindre nos objectifs. Par exemple, les consommateurs peuvent désormais déposer leurs produits usagés directement en magasin. Ces objets peuvent être réparés pour avoir une deuxième vie et seront sinon recyclés. Pour réparer et remettre en état ces produits usagés, des fonds de financement du réemploi de 50 millions d'euros par an sont destinés aux associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pionnières, elles ont depuis des années déjà montré l'exemple, déterminées à agir face au modèle du tout jetable. Pour les appareils électroniques, nous avons mis en place un bonus réparation pour de nombreux produits. D'ici quelques années, ce seront 230 millions d'euros par an de bonus réparation qui seront ainsi versés aux consommateurs qui font réparer leurs produits. Et pour reprendre l'exemple du textile, c'est une feuille de route d'1 milliard d'euros sur 6 ans qui a été lancée pour encourager la réparation des vêtements et des chaussures et promouvoir le réemploi et les vêtements de seconde main. Vous le voyez, il y a là un marché d'avenir et nos entrepreneurs doivent s'en saisir. L'impact peut être considérable. Le recyclage et le réemploi créent 10 fois plus d'emplois que de mettre les déchets en décharge. Mais pour réussir ce défi, nous devons vous accompagner et vous donner les outils pour pouvoir valoriser cette démarche qui est positive, que certains d'entre vous d'ailleurs initient déjà. Je pense par exemple à l'affichage environnemental des produits. Les produits alimentaires et textiles qui seront proposés en magasin auront un score, avec des chiffres et des lettres ou même encore des couleurs. Cet affichage environnemental permet de comparer les produits entre eux et de choisir ceux qui ont le moindre impact sur le climat, les ressources de la planète et la biodiversité. Parce que, j'en suis sûre, l'information est clé. Sur l'alimentaire, nous prendrons par exemple en compte les modes d'élevage ou de culture. Et sur les produits textiles, leur mode de fabrication, la localisation des usines ou encore l'utilisation d'eau ou de pesticides. Les expérimentations précédentes ont montré l'efficacité de cette information environnementale. De premiers résultats révèlent qu'un tiers des consommateurs sont immédiatement prêts à changer leur habitude de consommation avec cette information et donc prêts à devenir des consommateurs. Je maintiens donc l'objectif ambitieux d'aboutir à la généralisation de cet affichage environnemental dès le 1er janvier 2024. Vous le voyez, l'économie circulaire peut être porteuse d'un grand changement dans les territoires. Il est encore dur de le mesurer, autant que de mesurer l'impact des entreprises et de leur politique RSE. Ce sera notre prochain défi, être capable d'évaluer plus concrètement l'impact de notre action en faveur des territoires et de nos concitoyens. Cette journée nous permettra, je l'espère, d'avancer sur un référentiel de mesures et de progresser encore dans notre action collective pour les Français, pour les territoires et pour relever les nombreux défis de notre siècle.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Beaucoup de ces thématiques que nous allons creuser maintenant avec notre panel d'invités, que je suis très heureuse d'appeler sur scène. Je vais commencer par les femmes. Frédérique Giavarini, vous êtes directrice générale Nature et Découverte et vous êtes aussi la secrétaire générale gouvernance et RSE du groupe Fnac Darty. Bonjour. Emeline Baume, première vice-présidente économie, emploi, commerce, numérique et commande publique à la métropole de Lyon. Bonjour. Yann Algan, économiste professeur à HEC. Merci d'être parmi nous. Édouard Hainaut, directeur général France de Transdev. Et Bruno Goré, président du directoire à la Caisse d'épargne Normandie. Bonjour à tous. Je vais vous rejoindre sur les fauteuils. Alors merci à tous d'être parmi nous. Je pense que vous aurez écouté les propos de Madame la Ministre avec beaucoup d'attention. Je sais aussi que certains d'entre vous travaillent déjà avec Impact Tank sur les sujets des territoires et de la transition. Il y a un groupe de travail qui est dédié à la question de l'urbanisme inclusif. Alors sans trop de surprise, on y retrouve évidemment Transdev. Je sais aussi qu'il y a un groupe de travail sur l'engagement des entreprises dans les territoires. Fnac Darty et Caisse d'épargne en sont des acteurs importants. Avant de voir un peu ce que vous pouvez nous dire sur les actions concrètes qui sont mises en place, parce qu'on va vraiment essayer d'avoir un angle assez concret dans cette table ronde, je vous propose quand même de faire un tour d'horizon de ce qui se passe dans les territoires aujourd'hui. Comment vont nos territoires français depuis la crise des Gilets jaunes, depuis le Covid? Et là, on se tourne pour cette grande question, mais une réponse dans un temps limité, n'est-ce pas, vers notre expert Yann Algan. Merci. Le micro marche, ça va? Très bien. Bon, merci beaucoup pour votre invitation. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup Jean-Marc et félicitations pour l'organisation de ce sommet. J'ai essayé de rentrer, il y a 1 heure d'attente. Vous êtes victime vraiment de votre succès, mais je pense que si on devait replacer ce succès à l'aune dans un temps un peu historique, je pense que ça marque vraiment une rupture. Je parle là en tant qu'économiste. Il y a 10 ans, on vous enseignait vraiment que la métropole était l'horizon indépassable de la croissance économique, de l'innovation, de la qualité de vie. Et 10 ans après, on se retrouve à réfléchir sur les territoires comme vraiment lieu essentiel sur 3 dimensions. Essentiel économiquement, essentiel pour réfléchir aux questions de qualité de vie, et enfin, absolument fondamental aussi lorsqu'on réfléchit aux problématiques de transition énergétique. Sur le premier point, ce sommet est absolument essentiel parce qu'il vient vraiment marquer un temps d'évaluation, d'impact de l'ensemble des activités des entreprises pour rendre les territoires attractifs. Et d'une certaine façon, après le Covid, on a bien vu un élan vraiment de réflexion, de réancrage de l'ensemble des entreprises dans les territoires, avec déjà des initiatives qui étaient sous-jacentes. Il y a eu en particulier, par exemple, les pôles territoriaux de coopération économique. Il y a eu des nouvelles réflexions avec la Banque des territoires autour de l'action Cœur de Ville pour essayer de vraiment réfléchir au partenariat entre les entreprises, entre les acteurs des collectivités territoriales, entre les idées locales absolument essentielles pour donner une vitalité forte à l'ensemble de nos territoires. Le deuxième point a trait à la qualité de vie. Je pense que vous avez mentionné les Gilets jaunes. C'est clair que derrière ce mouvement, on a senti un signal d'alarme, pas uniquement sur les questions d'emploi, mais sur les questions vraiment de lien social, de solitude. Principaux, les Gilets jaunes n'étaient pas des chômeurs, c'était surtout des personnes dans des villes moyennes, désindustrialisées, où les services publics avaient disparu, mais surtout où les lieux de socialisation avaient perdu. Et on a fait en particulier une note pour le Conseil d'analyse économique qui permettait de montrer en fait que l'un des éléments les plus prédictifs
d'un mouvement gilet jaune dans une ville était si un café ou si une épicerie avait disparu, encore plus qu'un service public d'une certaine façon, parce que quand un café ferme, c'est que vraiment plus aucun lien social ou lieu de socialisation n'existe. Donc ça nous a amené à complètement réfléchir, en particulier à la façon dont on évaluait l'impact économique finalement de l'ensemble des activités. Il y a derrière l'évaluation du bien-être, et dans ce bien-être, la qualité de vie dans ces territoires est absolument fondamentale. Et là-dessus, je salue l'une des actions, en particulier du groupe SOS, sur les 1000 cafés, qui va dans ce sens. Puis la troisième dimension absolument essentielle lorsqu'on réfléchit à l'attractivité des territoires, c'est effectivement ces questions de développement durable, de soutenabilité. La transition écologique va se jouer dans les territoires avec des enjeux vraiment absolument passionnants, mais dantesques pour l'ensemble des entreprises. On commence à avoir des solutions. Madame la ministre a souligné avec les problématiques d'économie circulaire. Moi, j'aimerais juste souligner, en prenant ma casquette un tout petit peu de doyen des programmes de grande école à HEC, c'est que ça répond aussi à une vraie aspiration de la jeunesse. Lorsque vous les interrogez sur leur premier job, ils ne vous citent plus nécessairement la finance ou en premier. Ce qu'ils cherchent, c'est des emplois qui ont du sens. Mais au-delà du sens, vraiment le premier vecteur, c'est: est-ce que je serai dans une entreprise relativement avec un ancrage local, avec des circuits courts, une entreprise civique? Et donc là, je pense aussi qu'on a d'une certaine façon un boulevard pour pouvoir redévelopper les territoires en se basant sur notre jeunesse. Voilà. Effectivement, j'ai l'impression que cette notion d'économie circulaire, de circuit court est vraiment importante et implique de revoir les modèles économiques. Ça rejoint bien entendu la question du sens, parce que agir localement apporte aussi du sens. J'aimerais savoir évidemment comment est-ce que c'est réalisable et faisable. Je me tourne vers vous, Frédéric Giovanni. Vous êtes à la fois Nature et Découverte et FNAC, donc un grand groupe du privé. Vous êtes aussi impliqué sur beaucoup de points et de filières qui ont été mentionnés par Madame la Ministre, à savoir la réparation, remettre en état, l'expérience client. Comment est-ce que vous agissez? Est-ce qu'il est possible pour un grand groupe de faire de l'économie circulaire? Et dans ce cas-là, avec qui est-ce que vous travaillez? Quels sont les acteurs à impliquer? Alors, peut-être 2 mots sur ce dont on parle. Effectivement, quand on parle d'économie circulaire, on parle d'abord d'allonger la durée de vie des produits, donc de les réparer, de leur donner une seconde vie, quand c'est possible, et quand ils sont en fin de vie, de les recycler. Et effectivement, conscient du fait que 90% des émissions de CO2 du groupe Fnac Darty sont liées aux produits que l'on vend, pas à l'énergie que l'on consomme ou au transport, donc pas à nos émissions directes. Nous nous sommes engagés depuis maintenant 2 ans dans une stratégie centrée sur la durabilité, sur notre impact sur la planète. L'idée étant de limiter l'impact de nos activités sur la planète en développant la durabilité des produits, l'allongement de la durée de vie des produits. Et pour cela, on a quelque part commencé à changer de modèle d'affaires en passant d'un modèle d'affaires où on vendait des produits à un modèle d'affaires où on vend des services, où on apporte du service. On a créé un service d'abonnement à la réparation. Et l'idée, c'est grâce à la réparation, en s'appuyant sur 2000 techniciens présents en France et à tous nos centres de réparation, d'allonger la durée de vie des produits. Et pour ce faire, nous avons besoin de recruter et de recruter massivement des techniciens qui seront des techniciens qualifiés, mais qui, au moment du recrutement aujourd'hui, ne le sont pas forcément. On a lancé un plan de recrutement de 1000 techniciens à horizon 2025. Pour ce faire, on a été obligé de diversifier nos sources de recrutement. Donc on s'est appuyé notamment sur les missions locales, mais aussi sur des associations qui nous ont permis de recruter des publics éloignés de l'emploi. Je pense à des migrants, je pense à des chômeurs de longue durée, pour commencer à les réinsérer. Et nous, évidemment, répondre à un besoin qui est un besoin d'avoir des techniciens sur l'ensemble du territoire. Et puis, comme on avait des populations qui n'étaient pas toujours formées, eh bien, nous nous sommes engagés en s'appuyant sur notre académie de formation interne. Nous avons créé des classes d'apprentis, donc pour former ces populations au métier de techniciens qui vont demain nous permettre de réparer sur tout le territoire et donc d'allonger la durée de vie des produits. Quand on se parle de réemploi, voilà pour la réparation, pour vous donner un exemple concret puisque c'était la demande, quand on parle de réemploi, Fnac Darty, le groupe, a noué un partenariat avec Commerceau
qui est une entreprise, on va dire, de l'économie sociale et solidaire, qui a créé une solution logistique et informatique qui permet aujourd'hui à nos magasins de distribuer les invendus directement aux associations locales, directement dans les territoires. Historiquement, les invendus, soit ils restaient dans les magasins, soit on les remontait en centrale, dans nos entrepôts centrales, ce qui est à la fois une aberration écologique et économique. Avec Commerceau, on peut directement permettre aux magasins de se connecter avec les associations locales de toute nature pour donner nos invendus. Et nous avons donné l'an dernier plus de 400 000 produits sur tout le territoire. Peut-être un dernier mot sur le recyclage. Le recyclage, Fnac Darty est le premier collecteur de déchets électroniques et électriques, d'équipements électroniques et électroniques, donc de la D3E, avec plus de 40 000 tonnes collectées tous les ans. Et ces déchets, on les remet à Envie, qui a 1000 points de vente sur le territoire, 1000 sites. Envie les trie, enfin les collecte, les trie, les recycle quand c'est nécessaire, les répare quand ils peuvent le faire et les revend dans leur site, leur magasin, qui, eux, sont complètement connectés avec, à nouveau, les entreprises d'insertion. Donc, on est dans un écosystème qui est extrêmement vertueux, à la fois du point de vue de l'impact environnemental de nos activités, mais également du développement des territoires. Et voilà. Alors, sur qui nous appuyer ? Je pense que les exemples l'illustrent. On a besoin de s'appuyer sur une large partie, sur de nombreuses parties prenantes. Évidemment, les consommateurs, qui doivent prendre conscience de la nécessité de changer leur mode de consommation. Et pour cela, nos vendeurs, dans les territoires, dans les magasins, grâce au réseau de magasins que nous avons sur tout le territoire, sont un véhicule de nos engagements en faveur de l'allongement de la durée de vie des produits et de la nécessité de changer les modes de consommation. Les pouvoirs publics, évidemment, on a parlé du fonds de réparation tout à l'heure, on pourrait parler de la nécessité de baisser la TVA sur les produits réparés, et puis plus largement de la nécessité de créer une filière pour que la réparation devienne une filière rentable, sans passer par l'aberration d'aller chercher des produits à l'autre bout de la planète pour les réparer en France et pour les remettre sur le marché. Et ça requiert encore pas mal de travail, je pense. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Alors, néanmoins, vous êtes un très grand groupe, vous avez la puissance d'un très grand groupe, qu'elle soit puissance financière, puissance d'action, de décision aussi. Et on parle des territoires, donc territoires français, les tissus économiques français, je crois que c'est, alors Yann Algan pourra me corriger, mais 99% de PME, de TPE, voire de TI. Aujourd'hui, comment favoriser, encourager, soutenir la transformation de ces entreprises directement dans les territoires ? Emeline Baume, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que la puissance publique peut faire ? Est-ce que vous avez trouvé à la métropole de Lyon des leviers d'action pour encourager, ou je n'oserais pas dire forcer, mais en tout cas pousser les entreprises à se transformer ? Oui, inciter. Bonjour à chacune et chacun. Donc, je suis la territoriale de l'étape, une métropole qui a bien conscience qu'il faut une politique publique d'aménagement du territoire pour qu'il y ait des territoires et que les métropoles coopèrent et non pas aspirent les autres. Je vous rejoins complètement. La métropole de Lyon, depuis quelques années, je suis dans l'équipe de Bruno Bernard, a fait le choix de passer d'une économie d'attractivité et de rayonnement à une économie à impact. On a pleinement conscience, comme vous l'avez indiqué, on l'a eu dans la première table ronde, qu'il y a des grands groupes, des grands comptes mondiaux, etc., qui ont des sujets de reporting. Mais la réalité de nos territoires, ce sont des hommes et des femmes, des organisations, des PMI, des PME, voilà, des ETI éventuellement, qui n'ont pas forcément l'ingénierie, qui ne veulent pas plonger dans la bureaucratie. Et donc, on a un message très simple à leur envoyer. Je me permets de dire on ou nous, les collectivités territoriales, mais l'État français le peut aussi, au travers de nos achats. On a commencé en fait la réflexion au travers de nos achats en disant, nous, nos achats, on veut que ce soit un levier de développement économique à impact. Mais pour développer l'impact, il faut qu'on s'accorde en fait sur ce qui nous est essentiel. Or, jusqu'ici, mais ça peut changer éventuellement vu le taux d'abstention aux élections, qu'elles soient nationales, locales ou européennes, jusqu'ici, le politique, en fait, en général, il présente ses priorités, il arrive en responsabilité. Nous, on avait amené 5 priorités. On retrouve ces sujets dans les propos de la table ronde précédente et puis de la conférence de presse d'avant. Le sujet de s'inscrire dans les limites planétaires. Territorialement, on a tous des plans air, énergie, climat. Le sujet de préserver le bien-être et la santé, ça, c'est le mot que j'ai pas du tout entendu jusque-là.
là, et c'est ce qui fait commun pour moi, pour l'impact social. C'est pas la création d'emplois, ça compte, c'est la question de la santé et du bien-être. Le sujet de la décarbonation, là pour le coup, on a la loi climat-résilience, le sujet de l'emploi de qualité pérenne et le sujet de la coopération et d'accélérer ces coopérations au sein des chaînes de valeur, mais aussi avec les territoires. Avec ces 5 priorités, je tiens à vous le dire ici, on a fait switcher le positionnement de notre agence de développement économique, qui n'était pas l'agence de développement économique la plus dans la coopération jusque-là. Je peux la citer, c'est la DERLI. À partir de là, avec des entreprises, je le dis ici, c'est pas parce que ça m'a un peu chiffonné dans la table ronde précédente, on a parlé de militance, etc. Je suis désolée, il y a un moment où en fait on a des convictions. On a des convictions en tant qu'entrepreneur, on a des convictions en tant que chercheur, on a des convictions en tant qu'habitant. Moi, j'ai des convictions en tant qu'élu local. Voilà, c'est comme ça. Je peux ne pas être acceptée dans les urnes, mais jusque-là, voilà, il se trouve que j'ai une responsabilité collective qui est d'aller au bout de cette conviction et de faire la preuve avec cette démarche de progrès, cette démarche d'impact. Je suis d'accord sur le fait que l'impact, c'est une mise en mouvement pour moi de tout un territoire. Donc, on s'est accordé sur un outil de mesure d'impact qui permet une auto-évaluation de chaque entreprise du territoire. Et cette auto-évaluation, elle draine les 5 enjeux. Donc, je reviens, la viabilité environnementale, la soutenabilité économique, l'inclusion et la justice sociale, la question de la santé. J'en oublie toujours un. La question de l'impact territorial avec 2 leviers, toujours la même rengaine, le sujet de la gouvernance et le sujet des activités. On en a parlé tout à l'heure, la question non pas de la correction mais de la régénération. Voilà. Cet outil de mesure d'impact, il est connecté à nos politiques publiques territoriales qui, en général, je vous rassure, sont calées sur la réglementation nationale et européenne. Juste un petit écueil, je l'amène ici parce qu'on a parlé du sujet de l'impact social. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du sujet de la toxicité et des polluants. Dans mon territoire, on est concerné par un sujet des perfluorés en ce moment. Dans d'autres territoires, vous avez peut-être d'autres sujets. Par le passé, on a eu le sujet des PCB. Voilà. Et bien ça passe au travers de tous les reportings du monde. Voilà. Donc, on a un sujet à l'échelle européenne, ça nous a été dit tout à l'heure, on a un temps d'avance et peut-être que la réglementation va évoluer parce que nous, avec notre outil de mesure d'impact, on veut inciter, du coup, pour répondre à la question, les PME, les PMI, à anticiper, à évoluer, à investir. Concrètement, ce sont des machines, ce sont des compétences. On est dans un moment, tout le monde l'a dit, de contexte de tension humaine. Donc, c'est beaucoup plus simple pour une PMI de dire « je vais recruter effectivement pour faire de la remanufacture de machines à laver » plutôt que « je vais recruter pour fabriquer des cuillères en plastique ». De toute façon, maintenant, c'est illégal. Voilà. Mais ceci étant dit, voilà, on veut leur donner cette visibilité-là et l'autre visibilité qu'on leur donne, et je l'ai dit au début, c'est grâce à nos achats publics parce qu'on a la chance, et là pour le coup c'est la réalité des métropoles et pas de tous les territoires, d'avoir un gros volume d'achats publics, donc ça nous permet vraiment d'orienter les choses. On reviendra sur la question de la mesure de l'impact, évidemment, qui est un point important et vous pourrez, je suis assez curieuse de savoir comment les entreprises réagissent à ça, donc on en reparlera. Néanmoins, je voudrais rester encore un tout petit peu sur cette question de la transformation du modèle des entreprises. Pour se transformer, il faut de l'argent. Derrière les idées, néanmoins, reste la question des financements, des investissements. Évidemment, je me tourne vers notre banquier Bruno Goret. Aujourd'hui, comment est-ce qu'une banque, acteur privé, peut accompagner les entreprises dans cette transformation? Quelles sont les solutions que vous pouvez déployer sur les territoires et est-ce que vous pouvez vraiment leur donner un caractère local? Merci pour l'introduction. Je suis l'abominable représentant de la finance, j'ai bien compris. J'ai compris aussi que l'ambiance était plutôt dans la bienveillance, donc c'est très très bien. Et puis vous dire aussi que je trouve que ce sujet d'impact, c'est à la fois passionnant. On est dans un moment, c'est un peu comme la transition énergétique avec l'hydrogène. On est dans un moment important que nos propres enfants vont pouvoir vivre dans moins de 10 ans. Et ça, pour quelqu'un de ma génération, je trouve ça génial. Et effectivement, je suis un dirigeant de conviction. Alors une caisse d'épargne, comment ça marche? C'est une banque autonome, j'en suis le mandataire social. Donc c'est moi qui décide sur mon territoire. Je suis actionnaire du groupe BPCE. Je suis contrôlé par des clients, en fait, qui sont élus dans des sociétés locales d'épargne, qui sont administrateurs. Ils représentent tous les types de métiers, toutes conditions. Ce n'est pas de la cooptation. On a également des représentants des collectivités territoriales et également des représentants du personnel. Alors, avant de demander aux entreprises d'être les meilleures dans le côté S de l'ESG, on se l'est d'abord approprié, on se l'est appliqué à nous-mêmes. Là-dessus, on est
on est bien, on n'est pas parfait, hein, mais on a une égalité salariale homme-femme qui est dans les standards, on a une mixité dans les standards, y compris dans les cadres. Dans l'équipe dirigeante, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein, bon. Donc mais peu de gens le savent. Ce que disait la ministre Schiappa, c'est soyez fiers de ce que vous êtes. Les caisses d'épargne, ça fait 200 ans qu'on a inventé l'épargne, la pédagogie financière, l'ouverture des comptes sans autorisation du mari, avant la loi, etc. Mais peu de gens le savent. Bon. Et c'est quoi le modèle moderne de la caisse d'épargne au XXIe siècle? Bonne question. Donc, on s'est dit, en tout cas je me suis dit, je l'ai proposé à mon conseil, faisons-nous certifier Bicorp. C'est simple, c'est international, ça peut aider pour le business, surtout quand on fait de l'éolien offshore, mais c'est auditable. Donc sur les 5 dimensions, toutes les entreprises qui cherchent à être Bicorp n'ont pas tous les points. Hein. Nous avons eu la chance d'avoir un peu plus de 80, donc on a été certifiés. Et d'ailleurs, curieusement, c'est le portefeuille crédit sur lequel on a la moins bonne note. On pourra y revenir. Mais par contre, sur tout ce qui est social, hein, en interne, honnêtement, et d'ailleurs, on n'a pas de problème de recrutement de ce point de vue-là. Hein, c'était le terme de tout à l'heure. Par contre, une fois qu'on a fait ça, c'est comment on essaye d'imprimer ça sur le territoire. Hein, ça, c'est une conviction chevillée au corps. Hein. Moi, je suis très régionaliste, hein, par culture, mais au bon... Normandie, je ne sais plus si je l'ai précisé, vous êtes sur le territoire de Normandie. Normandie, absolument. Toute la Normandie, les 5 départements. Mais avec des dynamiques au sein des départements qui n'ont rien à voir entre elles. Hein. Donc là, ce que j'ai proposé à mon conseil de surveillance, une vision stratégique, c'est de travailler sur une raison d'être et de la mettre dans les statuts pour qu'elle s'impose à nos successeurs. Et dans cette raison d'être, pour faire simple, on a mis croissance durable, attractivité du territoire. Donc maintenant, ça nous oblige dans notre stratégie. Alors qu'on gagne de l'argent, hein, on en est fiers, c'est pour ça qu'on est Bicorp, Benefit Corporation, mais par contre, à quoi sert cet argent? Je n'ai pas d'actionnaire, je rémunère mes sociétaires, c'est à peu près 10% de mon résultat net, ce qui en soi est déjà pas si mal. J'ai des accords d'intéressement, voilà, les collaborateurs sont associés à la création de valeur, mais la valeur in fine, hein, au-delà des réglementations bancaires, qu'on doit remettre dans les fonds propres pour des raisons de prudentielles, qu'est-ce qu'on fait du reste? Et donc on a mis dans notre raison d'être comme premier objectif de réinvestir toute la valeur dans le territoire. Pas dans des projets immobiliers à Lyon, alors qu'on est à Rouen. Pas dans des entreprises qui ne sont pas présentes ou qui n'ont pas leur siège social en Normandie. Donc tout l'investissement qu'on met, on est censé gagner de l'argent quand même, hein, ça doit être rentable, il doit d'abord profiter au territoire, donc à l'emploi. Hein. Ça, c'était très important. Et donc, à chaque objectif, on a associé des leviers d'action mesurables. Et dans la gouvernance, pour ça, on a rajouté 2 acteurs indépendants. Un scientifique, qui est vice-président de l'Université de Rouen et qui pilote le GIEC normand, mais qui est aussi dans le GIEC, donc pour avoir éviter ce greenwashing. Hein. Là, on a une vraie preuve, un vrai engagement. Et puis Armand Actuel, qui est à l'origine des sociétés à mission et qui nous éclaire, hein, qui vérifie que notre dispositif est sincère et véritable. Et en termes de moyens, concrets, alors j'ai parlé capital, ça c'est le rôle de la banque, mais ce qu'on sait peu, tous les ans, j'ai 1 million d'euros sur mon résultat que je mets dans un fonds de dotation. Ce fonds de dotation, il sert à quoi? On fait des dons à des associations qui nous sont proposées par nos administrateurs. Avant, c'était un peu de l'émiettement. Désormais, on flèche. On flèche sur la problématique d'insertion des jeunes, on flèche sur le logement, on flèche sur la mobilité et la transition énergétique. Donc on fait des appels à projets, et c'est souvent des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui répondent à ces appels à projets que nous finançons. Et d'ailleurs, dans ce fonds, nous avons des parties prenantes externes, et en particulier l'adresse qui nous permet de bien piloter tout ça. Nous avons soutenu l'incubateur Catapulte, qui favorise l'émergence dans l'innovation sociale. On est le premier acteur privé du microcrédit en Normandie, juste derrière l'ADI. Hein. On favorise avec l'ensemble de mes consoeurs 30 000 jours de formation sur des publics en difficulté. Donc on essaye d'avoir un impact très concret, hein, sur le développement de l'emploi, mais aussi sur des populations qui sont souvent exclues. Hein. La Normandie, c'est 18% de taux de pauvreté quand même. Ce n'est pas la région la plus attractive de France en termes de mobilité et de transition. Voilà ce qu'on essaye de mettre en place de façon très concrète. Mais quelque part, comme le disait la ministre précédemment, on est une banque inclusive dans le territoire, puisque l'ensemble des dirigeants, le bilan, 20 milliards de bilan, il est en Normandie, il est nulle part ailleurs. Vous soulevez la question justement de la pauvreté, des inégalités de la population, et ça c'est un autre pan assez important de notre thématique aujourd'hui. Comment est-ce que ces transitions bénéficient aux populations? Comment est-ce qu'elles peuvent permettre de réduire les inégalités?
l'un des vecteurs d'inégalité ou l'une des traductions de ces inégalités, elle se situe dans la mobilité. Comment est-ce qu'on mesure à quel point la mobilité favorise ou défavorise des individus, et est-ce qu'il y a déjà des pistes ou des moyens que vous avez identifiés pour aider à désenclaver des territoires, parce qu'on sait évidemment que l'essor économique est aussi lié à cette question de désenclavement. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Vous avez raison, la mobilité c'est cœur et c'est sûrement aujourd'hui ce qui a le plus d'impact sur la vie de nos concitoyens dans les territoires. Pourquoi ? Parce que quand on se déplace, quand on est amené à se déplacer, c'est pour à la fois travailler. C'est ce qu'on appelle les mobilités du quotidien. Et ne nous trompons pas, 98% des mobilités les transports, c'est 98% des mobilités du quotidien et 2% des mobilités pour se déplacer entre les grandes agglomérations françaises. Donc l'enjeu, il est bien sur les mobilités du quotidien. Donc se déplacer, aller chez son médecin, avoir accès à la culture, faire du sport. J'ai des clients qui disent le bus et le car, c'est le café du 21e siècle, parce que c'est là qu'on retrouve toute la France, en fait, dans toute sa dimension. Et je crois qu'il faut continuer à l'animer dans ce sens-là. Donc ces déplacements, malheureusement, du quotidien, ils ne sont pas accessibles à tous. Quelques exemples. Un Français sur 3 aujourd'hui est en difficulté de mobilité. Ça, c'est une étude du laboratoire de mobilité inclusive. 23% des Français ont déjà refusé un emploi car ils n'étaient pas en capacité d'aller à leur entretien d'emploi. Avec les prix de l'essence, c'est d'autant plus d'actualité. Et oui, c'est monté considérablement avec ces sujets-là. Aujourd'hui, 40% des Français sur l'ensemble de notre territoire national n'ont accès à aucun dispositif de transport public. Si on prend les kilomètres aujourd'hui réalisés pour les transports du quotidien, 83% des transports du quotidien sont réalisés en voiture et seulement 11% par le transport public. Donc il y a une composante écologique au-delà de la composante des inégalités. C'est là qu'on retrouve tout le sens de notre métier. C'est comment on gère ces inégalités territoriales et ces inégalités sociales. L'inégalité sociale, on la retrouve de manière assez simple entre les centres et les périphéries. Très clairement aujourd'hui, l'emploi est concentré dans les centres. Et donc il faut passer de la périphérie au centre, et c'est là exactement qu'il manque de l'offre de transport public pour créer une alternative à l'utilisation de la voiture. Quand on voit la montée du prix de l'essence, quand on a vu le mouvement des gilets jaunes, on voit clairement que l'enjeu était là, était sur la mobilité et comment on rejoint le centre, parce qu'on a été obligé de se loger plus loin pour notion d'étalement urbain, parce que les prix sont plus possibles à soutenir quand on est à faible revenu. Et donc, si on veut travailler sur les classes les moins aisées, sur les gens à faible revenu, il faut continuer à développer de l'offre de transport public. Et clairement, on peut même dire qu'il faut multiplier par 3 l'offre de transport public en périphérie aujourd'hui en France et offrir ces solutions alternatives. Alors il y a des solutions qui sont, j'allais dire, écologiques, économiques et évidemment démocratiques ou solidaires et qui vont venir en complément d'un autre transport qui s'appelle le ferroviaire, mais qui lui met du temps à se mettre en place parce qu'il y a des investissements importants à réaliser, parce qu'il y a des voies qui ne couvrent pas tout le territoire. En fait, il y a une solution aujourd'hui qui est en train de monter et qu'on sent arriver de manière très forte et que nous poussons très clairement, c'est ce qu'on appelle le car express. Alors, le car express, c'est pas le car pour aller d'une grande ville à une grande ville. Le car express, c'est d'aller de la périphérie pour aller vers le cœur des grandes agglomérations, des métropoles, parce qu'on y a travaillé de manière collective, qu'on réutilise une infrastructure qui est la voie routière et qu'on sait aussi lui dédier à certains endroits des axes de sites propres qui vont permettre d'avancer plus vite que les gens qui vont prendre leur voiture et qui vont rester dans les bouchons, dans la congestion, qui permet également de démontrer de manière très très simple que écologiquement ça a beaucoup d'intérêt, puisque quand on travaille sur les périphéries, on a 25 fois plus d'impact que quand on travaille aujourd'hui sur les centres-villes, puisque les centres-villes aujourd'hui sont parfaitement équipés, il faut être clair. Et donc en gaz à effet de serre, on les réduit 25 fois plus si on travaille sur les transports des périphéries. Donc ça a beaucoup de sens. Et évidemment, c'est moins cher.
C'est plus économique pour l'utilisateur. Un transport public, c'est entre 3 et 7 fois moins coûteux que d'utiliser sa propre voiture. C'est pas moi qui le dis, c'est le conseil scientifique du ministère des Transports qui a montré en 2020, alors on a pris des cars express en Île-de-France, par exemple, entre Brie-sous-Forche et Massy-Palaiseau, autour de Grenoble, autour de Aix-Marseille, que les passagers réguliers gagnaient en moyenne 30 minutes par jour et économisaient 10 € par jour, soit 10 heures par mois et 200 € économisés par mois. Voilà. Donc c'est du pouvoir d'achat, c'est plus inclusif. Et ça permet d'aller dans des zones moins denses et de commencer à connecter ces zones moins denses qui sont forcément soit entre ville moyenne à ville moyenne, soit vers une métropole, des zones qui sont créatrices d'emplois et qui génèrent beaucoup de dynamisme et d'activité. Un dernier mot pour dire aussi qu'en travaillant sur ces offres, on ne fait pas tout. Il faut aussi aider les gens à incorporer ce qu'est la mobilité, parce que c'est extrêmement complexe. Alors on parle du tarif unique, du billet unique, ça viendra avec le temps, ça nous aidera. Tout le monde n'a pas de téléphone d'abord. Ensuite, il y a des gens plus seniors qui vont commencer à avoir aussi des problèmes de mobilité et qui ne sont pas forcément adeptes de toutes les solutions digitales qu'on sera capable de mettre en place. Mais par exemple, vous donnez dans le bassin minier du côté de Lens, on a travaillé sur comment on aidait les gens qui à faible revenu ou éloignés de l'emploi à rejoindre une possibilité d'offre d'emploi en leur apprenant comment on travaillait la mobilité. Donc c'est des casques de VR, de réalité virtuelle, qui permettent, par exemple, de leur montrer comment sera le chemin pour aller vers l'emploi, comment on a créé des maisons très classiques de mobilité, très classiques, parce que le contact humain est quand même essentiel, aussi, ou un incubateur d'une plateforme de mobilité locale pour les gens en insertion. Voilà, il y a plein de solutions qui permettent d'aider ça. Et on a également, depuis la phase Covid, nous créé l'Académie by Transdev pour former, là, pour le coup, des gens dans la mobilité et qui nous ont permis aujourd'hui de former 1000 conducteurs. Et quand j'entends dire que c'est dur d'être conducteur et que ce n'est pas un métier d'avenir, je crois que c'est totalement faux. Nos métiers sont des vrais métiers d'avenir. Ils sont une solution pour le futur écologique, pour le futur économique et pour le futur de nos concitoyens. Et je crois que ça, c'est un des premiers éléments. Puis je vous parlerai d'impact ensuite, si vous voulez. J'ai l'impression que la formation, effectivement, est un des piliers qui se dégagent. Je voudrais revenir sur les territoires. Donc là, les transports, c'est évidemment essentiel pour rejoindre les métropoles, mais il est aussi très important de faire vivre chaque petit centre-ville. On sait, vous l'avez dit, Yann Algan, la fermeture d'un café, d'une boulangerie, c'est dramatique. Frédéric Giavarini, vous avez une vision un peu... Donc Nature et Découverte, c'est déployé sur tout territoire français. Alors, c'est pas un café, c'est pas une boulangerie. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez une vision sur comment est-ce qu'on pourrait contribuer à préserver les petits commerces dans les petites villes? Enfin, les petits et les gros, si vous permettez. Et les gros commerces, mais pas dans les grandes villes. Parce qu'aujourd'hui, la question de la pérennité du commerce est évidemment cruciale, avec l'émergence, qui n'est plus une émergence, avec la domination des grandes plateformes. Personne ne peut ignorer la schizophrénie des consommateurs qui, à la fois, veulent conserver des commerces physiques, mais achètent de manière plus ou moins responsable sur ces grandes plateformes sans tenir compte de l'impact de leur consommation, qui, dans certains cas, est assez catastrophique. Et donc, la pérennité du commerce se pose, et ça pose, vous le disiez, Monsieur Algan, la question du lien social, puisque le commerce, c'est une activité éminemment humaine et sociale, 2 millions d'emplois en France. Et donc la pérennité du commerce dans les centres-villes, à la périphérie aussi, mais je dirais dans les centres-villes est évidemment cruciale. Au sein du groupe, on a décidé de nous appuyer sur une stratégie qui vise à concilier le meilleur des deux mondes. Qu'on appelle omnicanal, donc c'est le croisement, l'expérience client au cœur à la fois du physique et du digital, amené dans les territoires, puisque nos consommateurs sont eux-mêmes omnicanaux, 50% commencent leur parcours d'achat en ligne, le finissent en magasin et réciproquement.
Alors comment faire? Les magasins, on l'a dit, c'est de l'emploi, mais c'est pas seulement de l'emploi. C'est pour ce qui est de nos activités, c'est de l'accès à l'innovation des produits, c'est de l'accès à la culture. Fnac est depuis toujours, et c'est au cœur de son ADN, une entreprise qui s'est engagée sur la démocratisation de l'accès à la culture à travers l'offre culturelle qu'elle maintient dans ses magasins, et c'est pas toujours ultra rentable. Et puis parce que elle organise des événements partout en France, dans tous ces magasins. C'est aussi pour ça qu'on continue de développer nos magasins. Je l'ai peut-être omis avant, mais notre stratégie d'ouvrir en franchise dans des territoires dans lesquels on ne pouvait pas aller avec notre concept historique de magasin, ça nous permet de continuer à nous développer, d'aller dans les territoires, d'amener du lien social, de pousser nos engagements, parce que c'est aussi ça. Les magasins, ce sont aussi des vecteurs de nos engagements. Je le disais tout à l'heure, à travers le conseil de nos vendeurs. Je vais y revenir sur Nature et Découverte. C'est aussi pour promouvoir l'économie circulaire des centres de réparation. Il faut savoir qu'un quart des produits qui nous sont rapportés sont réparés sur le point de vente, dans les comptoirs de services après-vente. Donc tout cela, c'est du service que l'on amène dans les territoires grâce aux magasins physiques. Vous preniez l'exemple de Nature et Découverte, et effectivement, il est important. Nature et Découverte, c'est une entreprise qui est Bicorp, première entreprise du retail à devenir Bicorp en 2015. C'est une entreprise qui est société à mission également depuis quelques mois. Et c'est une entreprise engagée depuis l'origine qui a, dès 2003, choisi de donner la mission à certains de ses guides conseils, c'est le nom que nous donnons aux vendeurs, ça en dit long, de devenir réseau vert. Réseau vert, ça veut dire je suis dans un magasin et j'ai la charge de véhiculer auprès des salariés, mais pas seulement, vous allez le voir, les engagements de l'entreprise. Et ces réseaux verts, donc les engagements Nature et Découverte et de sa fondation, sont centrés sur la protection de la biodiversité et la pédagogie active au contact de la nature. Et donc ces réseaux verts, ils ont la charge donc, de véhiculer, je vous le disais, ces engagements, mais aussi d'identifier auprès d'associations locales des projets dont on juge qu'ils pourraient avoir un impact évidemment positif dans la droite ligne des engagements de la Fondation, et qui que les réseaux verts vont soumettre au financement de la Fondation. Si le projet est retenu et financé par la Fondation, au cours d'un comité qu'on appelle comité coup de main, eh ben, l'association revient avec un financement, elle revient également avec plus de visibilité, et puis elle retourne dans le territoire, et le magasin peut choisir ensuite de soumettre l'activité de cette association, donc le même projet, un an plus tard, à l'arrondi en caisse, à l'arrondi solidaire, grâce à la solution fournie par Microdon. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à la base, on est sur un vendeur qui est là pour véhiculer l'engagement de la société. Finalement, on a l'action d'une association locale qui est décuplée, dont la notoriété est décuplée, dont les moyens sont décuplés. Et donc, en termes d'impact, il me semble que c'est un exemple peut-être petit, mais qui mérite d'être retenu, parce que la fin de tout ça, c'est que le projet qui aura été soumis à l'arrondi local en caisse du magasin, qui sera mieux connu, pourra être retenu pour un arrondi national en fin d'année. Et donc là, c'est le Graal, quoi. On voit de plus en plus, effectivement, dans les commerces, la proposition de l'arrondi. Ouais, tout à fait. Alors, il y a un grand thème structurant qu'on n'a pas encore abordé et qui pourtant est capital pour faire le dynamisme ou non d'ailleurs d'un territoire, qui est celui, je ne sais pas si vous devinez, du logement. Évidemment, vraiment extrêmement important. Est-ce que là, à nouveau, je me tourne évidemment, je suis désolée, vers les banques, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour favoriser l'accès au logement? À quel point est-ce que c'est un levier pour dynamiser un territoire? Comment est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à accéder au logement aujourd'hui dans les territoires? Alors, le logement peut être un formidable levier d'emploi, d'économie. C'est aussi souvent, malheureusement, aussi un frein. Un frein parce que les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes. En fonction, on a l'exemple dans le Cotentin. Le Cotentin, désormais, vous avez tous les flux qui viennent d'Irlande directement. Cherbourg se développe. C'est un port qui développe beaucoup d'éoliens offshore. Les résidences le long de la mer sont plutôt détenues par des gens qui ne sont pas du territoire. Et il n'y a plus d'offres HLM parce que le temps de relancer des programmes, nous sommes, nous, actionnaires de 2 organismes HLM sur cette zone, il y a un certain temps. Bon, donc il faut se confronter à ça. Alors, avant de répondre sur les moyens, quand même, il y a 4 transitions qu'il faut avoir en tête sur le logement aujourd'hui. D'abord, la transition liée au taux
au coût. Nous sortons d'une période magique de prêts à taux très bas pour tout le monde. Tant mieux, hein, ça protège tout le monde à la hausse des taux, contrairement en Angleterre, où les taux sont variables. Là, tout le monde est protégé. Les clients ne nous rappellent pas pour augmenter leur échéance. Hein. Ils sont garantis, c'est parfait, et c'est très bien. C'est un modèle très français, mais qui est très important. Mais là, ça y est, les taux remontent de façon très violente depuis le mois de juin. Qu'est-ce que ça veut dire de façon très concrète? C'est soit une surface 20% moins importante pour quelqu'un qui souhaite acheter un logement, quelle que soit sa taille. Pour une famille, c'est une chambre en moins. D'accord ? Donc ça veut dire que l'accès au logement va être de plus en plus difficile, avec en plus des vendeurs qui n'ont pas forcément envie de vendre tout de suite, puisque le marché se réoriente différemment. Ça, c'est sur le fonctionnement au public. Donc on a un problème de solvabilité des emprunteurs et un problème de mix de taux. Le deuxième enjeu, c'est la transition énergétique. Alors il y a le neuf, très sympa, hein. Tout le monde a déposé des permis de construire jusqu'à la fin de l'année dernière. Il n'y a plus de mise en chantier, pas plus de mise en chantier. Il s'agissait juste de se protéger de la RT 2020. Bon. Mais il va falloir aussi surtout transformer le bâti existant. Hein. Le logement, c'est le deuxième secteur émetteur de CO2, après le transport, mais c'est le premier secteur consommateur. Et on voit que le prix de l'énergie, gaz, électricité, etc., bon, est un élément clé. Et donc là, il y a des dynamiques qui sont un peu difficiles à vivre et qui vont l'être pour certains de nos concitoyens. Hein. Depuis le 1er janvier, vous ne pouvez plus louer un logement classé G. Très vite, ça va être F et E. Nous, la BCE nous demande de coter ça, quelque part un peu pour nous interdire de financer dans ce domaine-là. Nous allons essayer plutôt de favoriser le fait de financer des personnes pour qu'elles puissent changer d'étiquette, hein, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les investisseurs privés. Hein. Donc ça, c'est cette transition énergétique, là, c'est la loi qui contraint, mais la contrainte, après, il faut être capable de l'accompagner. Troisième point, c'est les transitions géographiques. Alors, bon, la Normandie, c'est très sympa. Hein. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des flux migratoires qui sont nuls, égal à zéro. Il y a d'autres territoires en France où les flux migratoires sont largement positifs. Je ne vous donne pas les zones, je pense que vous les imaginez, hein, l'arc atlantique, le sud, Languedoc-Roussillon, bon, Paris, oui, par sa dimension économique, mais... Donc là, il y a une forme d'inégalité macro-régionale hein, dans les transitions, parce que ça veut dire que derrière, il faut que l'habitat et le logement suivent. Et les politiques publiques ne sont pas forcément adaptées à ça. Mais il y a un autre phénomène qui a trouvé cours avec le Covid, mais qui était déjà en germe avant, c'est sur l'aspect métropolisation. Quand vous créez des EPCI dans les territoires, les gens ont tendance à se rapprocher des pôles où ils vont trouver l'administration, la santé, un certain nombre de services de base. Et ce n'est pas forcément tout métropole, mais c'est plus dans le village. Et alors, quand un café ferme, c'est terrible, mais quand une agence caisse d'épargne ferme, je peux vous assurer, c'est terrible aussi. Et on n'est souvent pas le dernier, mais dans les derniers, à être encore présent hein, pour certaines populations. Donc, transition géographique, phénomène clé, on est tous quelque part partie prenante de ça quand même. Hein. Et puis le quatrième facteur, c'est la transition démographique dont on ne parle jamais. On parle souvent du baby-boom comme un truc super génial. Hein. Aujourd'hui, c'est 25 000 personnes qui atteignent 75 ans jusqu'en 2022. Pour les 8 années qui viennent, c'est 75 000 personnes de plus par an. 75 000 de plus de 75 ans. Où vont-ils aller? Dans quel type de logement? Quel type d'habitat? Et pour ceux qui ont un patrimoine, que vont-ils faire de leur patrimoine, surtout s'il est classé G, F, E? Donc voilà, ça, je dis ça pour les scientifiques et les spécialistes. Donc on est confronté à ça. Alors les solutions, qu'est-ce qu'elles sont? Alors nous sommes le premier actionnaire privé du logement social en Normandie. On a fédéré des organismes grâce à la loi Elan. Hein, on a fédéré 40 000 logements et nous sommes à la gouvernance pour justement essayer d'impulser un certain nombre de mécanismes et aussi d'aider les collectivités à agir sur l'ensemble du territoire. Nous utilisons beaucoup le PSLA. C'est permettre à des personnes qui sont éligibles au logement HLM de devenir propriétaires de leur logement. Et là, on bascule d'enveloppe de prêt aidée à un financement classique d'une banque. Donc nous avons développé ces solutions. Et puis nous avons aussi développé des solutions de prêt à impact pour les collectivités, les bailleurs sociaux. Alors c'est un vrai prêt à impact. Hein. C'est pas juste c'est très sérieux. C'est un peu comme un prêt pour une grande entreprise. Il y a des covenants. Et si vous brisez les covenants,
normalement, le prêt devient plus cher. Là, on a fait l'inverse. Le bailleur social ou la collectivité choisit une gamme d'impacts, soit sociaux, soit environnementaux. On lui fait des conditions de prix de marché. Par contre, si elle atteint ses objectifs qui sont certifiés par UGIS, à ce moment-là, on lui restitue une part de l'intérêt produit. Et elle décide si elle le prend pour elle-même ou si elle le donne à des associations du territoire. Donc ça, c'est un dispositif qui commence à prendre sur l'ensemble du territoire français. Sur l'aspect résidentiel, on a investi dans une start-up qui s'appelle Cosynergie. Elle fait tout pour la résidence. Elle vous trouve les subventions, elle vous fait le diagnostic, elle vous amène l'entreprise et elle s'occupe des travaux. Vous ne sortez aucun euro. Et puis, dernier point, sur la DPE, parce que je trouve que ça, c'est une bombe territoriale extraordinaire. Si vous prenez le département de l'Orne, tout le monde connaît l'Orne. Moi, quand j'étais étudiant, on allait de Saint-Malo à Paris. On passait par là. Maintenant, on ne passe plus par là. On passe par le TGV, par les autoroutes. L'Orne, c'est très sympa, mais c'est un territoire où le nombre d'habitants chute chaque année. Mais c'est le territoire où il y a le plus de personnes âgées propriétaires de leur habitat et le territoire où il y a le plus de GFE. Quand ces personnes vont être obligées de quitter leur logement pour aller dans une maison de retraite ou un EHPAD, ou qu'elles vont céder leur logement, que va-t-il se passer dans ces territoires? La DPE, c'est un très bel outil. Moi, je suis fan. Je pose juste la question de comment on finance le nouveau diagnostic pour que quelqu'un puisse à nouveau justifier qu'il a fait ce qu'il fallait et que ce soit auditable et accepté dans toute transaction financière. Nous, on y travaille, mais je pense que là, les pouvoirs publics peuvent aussi essayer de nous aider, ou les métropoles, si elles le souhaitent, pour justement trouver des solutions qui, à la fois, seront bonnes en termes d'émissions, mais aussi permettront à des habitants de pouvoir arbitrer des choix de vie, parfois contraints quand même. Justement, on va donner la parole à la métropole. Vous parliez de mesures d'impact tout à l'heure. À quel point est-ce que les entreprises adhèrent? Est-ce qu'elles mesurent? Est-ce qu'elles s'inscrivent? Comment est-ce que c'est une démarche volontaire, volontariste? Comment est-ce que ça se passe? Et est-ce qu'elles adhèrent surtout? Alors c'est une démarche volontaire, d'abord parce qu'on ne peut pas contraindre, voilà, et que cet outil de mesure d'impact qui s'appelle Quel Impact, il a été co-construit avec des entreprises. Donc au départ, on a eu un pool d'entreprises PME, PMI, grands comptes qui ont rempli spontanément pour tester l'outil. Deuxième chose, comme je vous l'ai indiqué, on l'a quand même lié dans le propos à notre démarche d'achat public. Donc forcément, nos grosses familles d'achat, elles sont hyper classiques dans les collectivités, c'est le déchet, le nettoiement, l'alimentation, le bâtiment, les travaux publics. Donc ces acteurs-là, ces filières d'activité économique-là, globalement, elles sont allées renseigner cet outil de mesure d'impact parce que je rappelle que c'est un outil d'auto-évaluation. Donc l'idée, c'est quand même de mettre la lumière sur des points faibles. Est-ce que c'est l'emploi senior? Est-ce que c'est la question de la production des déchets? Est-ce que c'est un souci d'énergie? Et cet outil d'auto-évaluation, il est connecté à nos politiques publiques. C'est-à-dire que autant il est personnel, vous le remplissez en tant que PME, vous avez un résultat, autant on vous pousse aussi les solutions, l'offre de services, on va dire ça comme ça, de la métropole, si on reste sur le sujet énergie, sur non pas uniquement le diagnostic, parce que ça existe depuis longtemps avec l'ADEME et les CCI, en général c'est partout la même chose dans tous les territoires, ou les CMA, mais sur de l'aide à l'investissement avec l'argent public de la métropole de Lyon, partant du principe qu'on a tout intérêt à avoir des PME et PMI en bonne santé qui mettent de l'argent dans des ressources humaines plutôt que dans les frais énergétiques. Donc j'aurais tendance à dire, elles y vont volontairement, bien entendu elles y vont pas à pas. Ceci étant dit, comme on leur donne la visibilité sur nos achats publics, on retrouve au moins les entreprises qui sont en lien avec nous ou qui ont envie d'être en lien avec la commande publique. Un petit point particulier pour les organisations de l'économie sociale et solidaire, pour qui c'est pas forcément évident de regarder ce genre d'outils d'auto-évaluation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se le dire, Marlène Schiappa l'a plus ou moins dit, mais c'est vrai. Donc là, je parle des associations, je parle pas des SCOP, des SIC et des mutuelles. Elles ont l'habitude de faire du reporting vers les collectivités, soit parce qu'elles sont en contrat d'objectif, soit parce qu'elles répondent à des marchés publics. Et forcément, c'est pas confort. Et c'est un des petits messages que je voulais passer. C'est on a besoin de toutes les formes d'organisations socio-économiques qui répondent à ce type de modèle de mesure d'impact global et d'auto-évaluation. Pourquoi? Parce que nous
nous, ça nous est utile. Moi, autant j'ai pas la donnée précise de Emeline Baum, entreprise de Satonécan, mais j'ai le regard global et ça me permet de dire à mes collègues, un des souhaits de cette démarche d'impact, c'est de faire évoluer les politiques publiques et de se dire, on fait plus porter l'effort sur le sujet eau, on fait plus porter l'effort sur le sujet énergie, on fait plus porter l'effort sur le sujet jeunes, sur le sujet femmes, sur le sujet coopération, etc. etc. Il nous reste malheureusement une seule minute, contrairement à ce que nous indique le timer sur l'écran, je tiens à le préciser. Je pensais en avoir encore 4,50. Je voulais savoir, je sais que vous utilisez chez Transdev, vous avez adopté l'indice de positivité. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous encouragez d'autres acteurs à se saisir de cet indice? Je vais essayer d'occuper la minute très rapidement. C'est un modèle qui a été créé par l'Institut d'économie positive en 2015, sous la dynamique de Jacques Attali et de ses équipes. Ça permet aux entreprises, aux territoires et aux nations même de mesurer de façon globale leur performance positive, leur impact. C'est-à-dire que les richesses qui sont créées ne sont pas une fin en soi, mais plutôt la capacité à servir une croissance positive, à être plus durable, plus inclusif, en attrayant les enjeux de long terme. Donc, côté Transdev, de manière très, très rapide, nous, on avait décidé dès 2015 d'enlever le survêtement, parce qu'on peut se poser des questions très longtemps sur qu'est-ce qu'on choisit, où est-ce qu'on y va, etc. Donc dès 2015, on est rentré dans la dynamique, on a été un des pionniers de l'Institut d'économie positive, et on a mesuré l'index de positivité du réseau du Havre. Et puis ensuite, on l'a mesuré globalement au niveau de Transdev Group. Et puis en 2019... je suis arrivé dans la sphère Transdev et on s'est dit il faut aller encore plus loin et plus fort. Donc on a commencé par certifier 3 régions, qui étaient la région Hauts-de-France, la région Île-de-France et la région Normandie. Et donc on a mesuré notre index de positivité pour ces 3 régions et depuis 2021, on mesure l'indice de positivité sur les 12 régions françaises, j'enlève la Corse, qui nous permet d'être plus ancré encore dans le territoire. On est un acteur, mais on est aussi un aménageur du territoire et ça permet de mesurer des dimensions qui sont très importantes. C'est la condition des collaborateurs. Ça permet de mesurer le développement des compétences des collaborateurs. Donc c'est aussi ces éléments-là qui ont fait pendant la phase Covid, et on a décidé de monter nos CFA Transdev, donc notre Académie by Transdev, qui aujourd'hui a 10 représentations en région, qui nous a permis de former plus de 1000 conducteurs. Et donc on avance vraiment et on est la première formation diplômante. Et puis on travaille sur le partage équitable de la valeur produite. On travaille évidemment sur l'empreinte environnementale. Quand je parlais des cars express, les cars express aujourd'hui, c'est une empreinte environnementale avec moins 90 € de la tonne CO2. Donc ça va très vite et on comprend pourquoi les gens pourraient éviter d'utiliser leur voiture avec des solutions comme ça, plutôt que, j'allais dire, les 1000 € de la tonne CO2 pour refaire toute l'infrastructure ferroviaire. Donc il y a des choses rapides à faire. Et puis le dernier point, c'est la vision stratégique. Oui, et je suis navrée, mais c'est important parce que c'est pour les générations futures aussi, et on les intègre dans les parties prenantes. C'est vraiment très important. Je suis en train de finaliser avec les équipes la dynamique RSE et la feuille de route RSE de Transdev France. Et on fait intervenir les générations futures pour venir nous challenger, parce qu'évidemment, on n'a pas la vérité, nous tous, et c'est une vérité, comme l'a dit Jean-Marc Borrello, de travailler ensemble et d'essayer de collaborer ensemble pour construire quelque chose qui sera utile pour le futur. Merci. Un grand merci. Je suis vraiment navrée de vous couper la parole à tous, mais on a une table ronde passionnante qui contribue aussi à cette thématique de réduction des inégalités sur la fracture numérique.